Sur cette séquence vidéo, nous parlerons du dimensionnement des éléments en flexion simple. Donc, je peux citer déjà les éléments poutres, les éléments dalle pleine et les éléments planchers en flexion simple. Nous commencerons par quelques généralités. Donc, tout élément poutre, on peut le définir par un élément qui est soumis à la flexion plane. Bien sûr, par rapport aux sollicitations au moment fléchissant et à l'effort tranchant. Par rapport aux justifications à faire par la suite, donc pour le dimensionnement des armatures longitudinales, on essaye d'utiliser les sollicitations vis-à-vis au moment fléchissant. Et pour le dimensionnement des armatures transversales verticales, bien sûr, on utilisera les sollicitations vis-à-vis à l'effort tranchant. Comme montré bien sûr la figure suivante, donc on va considérer une poutre bien appuyée sur deux appuis simples. Donc ce qui est illustré sur ce slide, c'est le diagramme bien sûr de l'effort tranchant et le diagramme du moment fléchissant. Donc ces deux diagrammes, c'est bien sûr le résultat d'un problème RDM. Donc afin de dimensionner les armatures transversales, on utilisera par la suite les diagrammes de l'effort tranchant. Et pour dimensionner les armatures longitudinales, c'est-à-dire que ce soit tendu ou comprimé, on utilisera le diagramme du moment fléchissant. Cette illustration peut bien sûr définir aussi le but et les résultats bien sûr d'un problème RDM. Donc ces résultats, on peut bien sûr les exploiter dans le calcul des structures de la manière suivante. Donc, comme je disais tout à l'heure, par rapport au dimensionnement des armatures transversales, donc, on utilisera le diagramme de l'effort tranchant. Donc, c'est-à-dire là où on a bien sûr l'effort tranchant maximal, on peut dire qu'on a besoin de plus de quantité d'acier transversal afin de bien sûr reprendre l'effort vertical du cisaillement. Et bien sûr, pour ce qui est des armatures longitudinales, on peut dire que la déduction du moment max au niveau de la section la plus dangereuse vis-à-vis aux sollicitations de l'effort ou du moment fléchissant, on peut dimensionner bien sûr les armatures longitudinales. Par rapport aux portées des poutres, donc on peut définir deux situations et bien sûr deux cas de figure. Donc on peut les voir clairement au niveau du schéma suivant. Donc premier schéma, ça illustre bien sûr un élément poutre appuyé sur un élément en maçonnerie. Deuxième schéma, ça représente un élément poutre qui est bien sûr appuyé sur un élément en béton armé. Cet élément en béton armé, ça peut être un poteau, ça peut être un voile, comme ça peut être une poutre. Par rapport à la portée à considérer dans le calcul du dimensionnement par la suite, donc si l'élément poutre il est appuyé sur un élément en maçonnerie, on utilisera la portée entre les axes des appuis. Si l'élément poutre il est appuyé sur un élément en béton armé, on utilisera une portée bien sûr entre les nus d'appui. Les justifications à faire dans le calcul des éléments en flexion simple sont les suivants. On peut citer justification à l'état limite ultime de résistance par rapport à la résistance de l'élément, justification de l'état ultime de service vis-à-vis de la durabilité, justification de l'état limite de service vis-à-vis de la déformation. On commencera
le dimensionnement des éléments en flexion simple à l'état limite ultime de résistance, par rapport au principe de justification à l'état limite ultime, l'inégalité entre le moment ultime de calcul et le moment ultime de la section résistante, normalement, ça doit être vérifié. Je m'explique. Donc, comme vous le voyez au niveau du schéma à droite, donc le moment ultime de calcul, c'est bien sûr le résultat du problème de RDM. Donc, c'est le moment maximal au niveau de la section la plus dangereuse vis-à-vis aux sollicitations du moment fléchissant. Ce moment-là doit être inférieur au moment ultime que peut prendre la section de calcul. Cette section de calcul, bien sûr, elle est définie par des dimensions. Elle est définie par une qualité de béton, c'est-à-dire la classe de résistance du béton utilisé, que ce soit B25, soit B30, soit plus. Et enfin, par la qualité de l'acier utilisé. Donc ici, soit FEE 400 ou FEE 500. Les principales hypothèses du calcul des sections en béton armé soumises à la flexion simple à l'état limite ultime sont les suivantes. Les sections droites restent planes après déformation. Donc c'est l'hypothèse du Navier-Bernoulli. C'est-à-dire que une section d'étude, elle reste droite après, bien sûr. Deuxième hypothèse à considérer, c'est qu'il n'y a pas de glissement relatif entre les armatures utilisées et le béton. C'est-à-dire que des armatures à haute adhérence présentant des reliefs se caractérisent bien sûr par la bonne adhérence avec le béton. Troisième hypothèse, c'est de considérer que le béton tendu, il est négligé. Quatrième hypothèse, le comportement de l'acier est défini par le diagramme contrainte déformation de calcul. Et enfin, la cinquième hypothèse est pour le béton, il est loisible, lorsque la section considérée n'est pas entièrement comprimée, d'utiliser le diagramme rectangulaire simplifié défini sur la figure qu'on va présenter par la suite. Voilà, on prend toujours l'exemple d'une poutre biappuyée simplement. La découpe par le trait en rouge, elle est représentée par la figure 3D suivante. Comme vous le voyez, on a ici la représentation de l'axe neutre qui sépare bien sûr la partie tendue du béton et la partie comprimée du béton. Par rapport à la partie tendue, on ne voit pas du diagramme de contrainte. Donc, on considère déjà que le béton tendu, il est négligé dans les calculs. Par rapport à la partie comprimée, on a le diagramme de contrainte qui a la forme suivante. On va essayer de la voir clairement sur le schéma au niveau de ce slide. Donc, comme vous le voyez, la partie comprimée du béton, elle est représentée par le diagramme de contrainte qui a l'allure suivante. Et par la suite, et suivant l'hypothèse de calcul, on va essayer de simplifier cette forme en considérant que la contrainte, elle est uniformément répartie sur la section comprimée du béton qui a une largeur de B et une hauteur de 0,8 YU. Avec YU, c'est la hauteur de la zone comprimée du béton. Et voilà par la suite, on a la représentation 3D simplifiée suivante. Donc 0,8 de la hauteur de la section comprimée
ça représente la répartition uniforme des contraintes du béton. On va essayer de présenter par la suite les différentes déformations possibles d'une section d'étude avec les notions du pivot, c'est-à-dire le pivot A et le. Nous commençons par l'explication suivante. Donc déjà, on va dorénavant utiliser un trait vert vertical pour présenter la situation initiale avant déformation de la poutre. Bien sûr, la représentation de la section d'étude et un trait qui sera par la suite en rouge pour la situation de la section d'étude après déformation. Voilà les schémas qui représentent les pivots A et les pivots B. On va commencer par le pivot A. Donc, le pivot A, il est défini par la présentation de l'ensemble des situations que peut prendre une section d'étude au niveau de la poutre calculée. C'est-à-dire que on considère ici que l'ensemble des situations et au niveau de l'ensemble des situations, on a des aciers qui travaillent à leur max. C'est-à-dire que les aciers sont considérés allongés à leur maximum, qui est représenté ici par une valeur d'allongement de 10 pour 1000. Si on prend par exemple la situation suivante, je peux dire que les aciers, ils sont, bien sûr, ils ont un rendement max de 100%, ils travaillent à leur max, ils ont un allongement de 10 pour 1000, et le béton, il travaille aussi à son max, avec un raccourcissement de 3,5 pour 1000. Pour cette situation, je peux dire que l'acier, il travaille toujours à son max, donc c'est le pivot A, et le béton, il a un raccourcissement de 0, c'est-à-dire qu'il ne travaille pas. Si je prends la situation suivante, au niveau du domaine 1B, je peux dire que l'acier il travaille à son max et le béton, il a une valeur entre 0 et 3,5 pour 1000 pour son raccourcissement. Si je prends la situation suivante, au niveau du domaine 1A, je peux dire que l'acier travaille toujours à son max et le béton, il subit un allongement aussi, avec bien sûr une valeur qui se calcule par des formules qu'on va voir par la suite. Par rapport au pivot B, je vais essayer de faire bouger la droite qui est en rouge. Donc voilà, je pivote autour du point B. La section d'étude, elle peut prendre l'ensemble de ces situations. Je commence par présenter les extrémités. Donc voilà, première situation, c'est pour un béton qui est raccourci à 3,5 pour 1000, donc c'est sa limite, et un acier qui travaille à son max. C'est la droite AB. Si je prends cette situation, je peux dire que le béton, il travaille à son max, mais l'acier, il est à 0, donc il ne travaille pas. Si je prends cette situation de la section, donc je peux dire que le béton, il travaille toujours à son max, et l'acier, il est au niveau de la limite élastique. Donc, c'est-à-dire c'est la limite de transition de l'acier entre le domaine élastique et son domaine plastique. Et bien sûr, l'ensemble des situations au niveau
de ces points-là, c'est le domaine de A. Et par rapport à ces situations, c'est le domaine de B. Deuxième point à savoir au niveau de ces diagrammes, c'est bien sûr la position de l'axe neutre. Donc je peux présenter l'axe neutre par le trait qui est en bleu. Donc je vais le positionner au niveau de l'intersection entre les deux droites, rouge et verte. Voilà. Donc je peux dire que la position de l'axe neutre, c'est l'intersection entre la droite qui représente la section d'études avant déformation et la droite rouge qui représente la section d'études après déformation. On va dire que le bon fonctionnement de la section de béton armé se situe aux alentours de la droite AB, car les deux matériaux acier et béton travaillent au mieux, et les droites au niveau du schéma illustré, ça représente bien sûr l'ordre croissant du rond. On va dire que la droite en jaune elle a moins de rendement acier-béton que la droite en bleu, que la droite bien sûr en vert, et enfin la droite rouge qui présente un très bon rendement de la composition acier-béton.